Bien. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette deuxième édition du Trésor de l'IAE. Alors après les JO, cette fois, on va parler guerre économique, on va parler Made in France, on va parler patriotisme, on va parler globalisation. L'actualité nous en donne l'occasion, l'opportunité, puisque je pense que personne n'a pu échapper aux nouvelles sur la fusion Alstom-Siemens ou le rapprochement, ça dépend du quel côté du Rhin vous vous trouvez, STX et les chantiers de Saint-Nazaire. Tout ça n'est pas nouveau, hein. Ces débats sur le patriotisme économique, c'est vrai que c'est une bonne opportunité d'en faire un aujourd'hui, mais ça remonte à déjà plusieurs années. Les étudiants ne s'en souviennent pas, mais il y a eu un décret qui avait été passé par Dominique de Villepin quand il était Premier ministre en 2005 sur le patriotisme économique, qui protégeait certains secteurs stratégiques, qui a été étendu en 2014 par Arnaud de Montebourg à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Alors, c'est vrai, juste en quelques mots, je voulais faire une petite intro sur ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce retour un petit peu récurrent du protectionnisme? C'est sûrement lié à la globalisation, le libre-échange, qui pourtant, pendant des années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, aux États-Unis, il n'y avait pas de débat sur la globalisation et le libre-échange. C'était quelque chose qui était vu comme très positif. Et depuis une quinzaine d'années, on voit un backlash, quoi. On voit un retour de bâton qui s'est traduit de manière, j'allais dire, très forte avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Finalement, c'était son moteur économique d'insister sur les perdants de la globalisation. Et il y a des perdants de la globalisation, mais c'est vrai qu'on en parlait assez peu. Alors, certains cyniques, dans les pays émergents par exemple, font remarquer que cette espèce de retour de bâton sur la globalisation et les bienfaits du libre-échange, c'est comme par hasard au moment où la Chine, le Brésil, l'Inde commencent à émerger, le rapport de force se rééquilibre, et donc désormais c'est aussi eux qui viennent sur nos terres, entre guillemets, et là, comme par hasard, on commence à discuter des avantages et des inconvénients de la globalisation, alors qu'avant, visiblement, ça n'inquiétait pas grand monde quand c'était nous qui allions racheter des entreprises étrangères. À titre d'exemple, je me rappelle, même si le parallèle est un peu probablement perfectible, mais quand Renault avait racheté Nissan, le Japon c'est pas une puissance émergente, mais quand Renault a racheté Nissan, ça reste une des plus grandes fusions des 20 dernières années, il y avait un triomphalisme français extrêmement fort, et personne s'était inquiété des conséquences que ça allait avoir au Japon, de comment c'était perçu au Japon. Il y a toujours cette asymétrie finalement, sous couvert de respect, c'est principalement une logique de rapport de force qui va s'exprimer. Et puis peut-être plus fondamentalement, mais là c'est peut-être quelque chose qu'on pourra aborder pendant le débat, la question même du Made in France, quoi. Je me pose vraiment cette question. Qu'est-ce que c'est que le Made in France? Qu'est-ce que c'est que la nationalité d'un produit? Certains d'entre vous ont des iPhones. Je vous rappelle qu'un iPhone, c'est un produit chinois. Hein. D'accord? Donc c'est vrai, est-ce que la nationalité des produits a encore un sens dans le monde où nous vivons? Peut-être aussi que ce débat pourrait être déplacé. Alors voilà, vous voyez, plein de questions. Et pour en débattre, nous avons quelques invités habituels, et puis comme c'est de tradition, un extérieur à l'IAE, enfin extérieur, il nous connaît bien, Ghislain Bourdillot, qui est actuellement directeur de la communication de l'Université de Tours, donc il connaît bien le milieu universitaire, et qui est un intervenant fidèle au sein de l'IAE, en master, certains étudiants le connaissent. Et puis les traditionnels suspects, Olivier Coussy, avec sa vision, en plus, dans sa vie économique passée, sur toute la logique de compétitivité et de territoire, l'aspect plus géopolitique, intelligence économique et la mauvaise foi avec Nicolas Moinet et moi-même. Alors je passe tout de suite la parole à Ghislain pour ouvrir cette discussion. Et évidemment, nous allons essayer de faire très court, 3 à 4 minutes maximum chacun, pour pouvoir vous laisser la parole. Bonjour à tous. Alors évidemment, moi je suis beaucoup moins armé que mes camarades qui lisent des livres, qui en écrivent certains d'autres sur toutes ces questions-là. Et comme j'ai un comportement de hacker, je vais essayer de détricoter quelques termes et d'anticiper leur mauvaise foi idéologique qu'ils ne manqueront pas de manifester. Donc moi je me suis intéressé d'abord au titre et à différents éléments qu'on trouve dedans, et pour y dénoncer quelques morceaux hypocrites, et même déjà tout de suite contredire la petite introduction qu'il y a eu. Alors, il y a de quoi dire visiblement. Le Made in France est-il à vendre? Alors, est-ce que oui ou non, il est à vendre? Je suppose que s'il est à vendre, il y a quelqu'un qui le vend, il y a quelqu'un qui l'achète. Si oui, est-ce que ça pose un problème? Si c'est un problème, est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un danger économique ou autre? Je vous ferai une petite pléiade juste après.
Et s'il y a un danger, est-ce qu'on est impuissant face à ce danger? Est-ce que le protectionnisme est une solution ou pas à l'heure du tout libéral? Alors, sur le Made in France, tout d'abord, je me suis interrogé sur la question du Made in. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et vous avez beaucoup de produits, notamment où il y a écrit Made in China dessus. Mais ça ne veut pas dire que ça a été fabriqué en Chine. Parce que la Chine n'est pas le premier constructeur du monde, c'est le premier assembleur du monde. Et si je reprends l'exemple de l'iPhone, dedans, vous allez avoir des morceaux qui ont été fabriqués en Allemagne, d'autres qui ont été fabriqués à Taïwan, d'autres qui ont été fabriqués au Japon. Donc le côté Made in, pour moi, est quelque chose d'assez hypocrite aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation exacerbée telle qu'elle existe aujourd'hui. Et si le Made in China est un mensonge, évidemment, vous pouvez penser que le Made in France en est un aussi. Et je vais vous donner quelques exemples. Les trois secteurs, alimentaire, industriel et services, sont concernés. Sur l'alimentaire, quand on a du Made in France, on peut vraiment penser que là, on est vraiment dans la profondeur du Made in France. Et si je prends l'exemple de l'alimentaire, c'est parce que ça a une valeur. Parce qu'on va se poser la question, évidemment, est-ce que Made in France, ça veut juste dire fabriqué en France, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée, pour le consommateur notamment, parce que ça a été fait Made in France? Alors, je vous ai donné quelques exemples. Le saucisson sec corse. Quand vous l'achetez, vous pensez au petit cochon à la peau noire qui mange des glands sous le soleil de Méditerranée. Ça n'existe quasiment pas. Parce que la majorité des saucissons corses sont faits avec des porcs qui viennent de Bretagne, et certains qui viennent de Pologne. Et puis il y a aussi le saucisson à l'âne, les ânes corses, mais il n'y en a quasiment plus, ça vient du Brésil. Et ça vient, dans ces cas-là, congelé. Donc vous avez des porcs qui vivent leurs 15 derniers jours en Corse, et on peut avoir du saucisson made in Corse. Donc ce que là, déjà, il n'y a pas une forme de tromperie. Un autre exemple, vous aimez le foie gras peut-être? Le bon foie gras du Gers, mais souvent il est fait avec des... Non, pardon. Du Périgord, putain. En plus, c'est périgueux, il y a plus de canards que d'habitants. Du Périgord, pardon. Eh bien, dans certains cas, ce sont des canards qui, eux aussi, viennent de Pologne et qui sont intégrés à l'étape du gavage en France. Et donc, vous avez du foie gras made in France, mais qui n'est pas français. Et puis, vous pouvez multiplier ça dans l'industrie, la porcelaine de Limoges ou le savon de Marseille qui est fabriqué en Tunisie. Et pour mon propre domaine, qui est la communication, donc on rentre dans le service, vous allez avoir beaucoup de personnes, de graphistes, qui sont à Madagascar, qui sont malgaches, ou alors qui sont en Inde, pour peu que vous maîtrisiez l'anglais. Et pourtant, derrière, vous avez un Made in France qui existe. Alors pourquoi il existe? Parce qu'il y a le côté French touch, excusez mon accent anglais qui est assez pitoyable, mais qui va avoir une certaine valeur en France, à l'étranger, puisque finalement le Made in France, il va avoir deux publics. Il va avoir un public qui va avoir une démarche patriotique, le côté Made in France, on défend, et puis il y a le côté, on va acheter ce art de vivre à la française, alors je peux vous le faire à l'anglaise, art de vivre, qui va avoir une valeur en termes de Made in France. Donc voilà, je voulais vous dire un petit peu le côté un peu hypocrite du Made in France, et à côté de ça, donc, se pose la question de la valeur. Est-ce que ça a une valeur de marque? Est-ce que ça a une valeur sociale? Est-ce que ça a une valeur patriotique, voire identitaire? Et donc la question se pose du Made in France, mais de tous les autres Made in. Et quand on regarde Trump qui fait du America First, il est bien dans la protection du Made in. Et je vais bientôt m'arrêter parce que je pense que je déborde. Alors je vais juste finir sur les petits dangers. C'est une menace pour les emplois, une menace pour la protection des savoir-faire, une menace pour notre indépendance quand on arrive sur des secteurs qui sont stratégiques. Donc on aura peut-être l'occasion de le dire sur ce qu'a mis en place Montebourg là-dessus. Et une menace éventuellement pour l'avenir de notre économie. Alors je veux finir avec une citation. Le patriotisme économique, ce n'est rien d'autre que ce que font déjà les Américains, les Japonais et les Chinois. Alors dotons-nous des mêmes armes. Je n'admets pas l'impuissance face aux événements. Qui a dit ça? Guy Nollet, PDG de Arcelor en 2006, au moment où il luttait contre l'achat fait par Arcelor, par Mittal, pardon, et qui a donc fonctionné, malgré ce qu'il a pu mettre en place. Et malgré le patriotisme économique, je reprends des termes de Dominique de Villepin à l'époque en disant il faut défendre, il faut un projet, etc., etc. Et comme par hasard, quand Mittal a mis un petit peu plus d'argent, et notamment des actions ou stock options pour le conseil d'administration d'Arcelor, et ben d'un seul coup, il y avait un projet.
Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Olivier, juste sur l'exemple du Made in France, je partage tout à fait ce qui a été dit. L'exemple de l'iPhone, c'est même écrit à l'arrière de l'iPhone, si vous regardez, il y a écrit Design in California, Assembled in China. J'ai pris cet exemple parce que je trouve ça intéressant, l'iPhone, ça parle aux gens, et surtout, tout le monde voit bien que quand on achète un iPhone, je ne sais plus combien ça coûte maintenant, 1500 €, on voit bien que c'est pas les assembleurs. Ce que je veux dire, c'est que le produit, il a beau être chinois, dans le sens où l'assemblage final se fait en Chine. La question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est plus celle de l'assemblage ou de où se fait le produit, c'est où vont les profits. Et personne n'a d'illusion là-dessus, j'espère, sur où vont les profits d'Apple. Rassurez-vous, ils ne vont pas aux ouvriers chinois. C'est juste pour... voilà. Ou alors encore moins. Ça, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler. Donc merci beaucoup pour cette introduction. Je crois qu'il attaque directement au cœur du sujet. Alors, Olivier Coussy a amené un livre, peut-être pour nous menacer avec, mais je ne sais pas de quoi il va nous parler. 3 minutes, Olivier. Merci. Alors pour ceux qui voudraient savoir qui en savoir un peu plus sur la fragmentation du processus productif d'Apple, il fallait être là hier à mon cours de géopolitique puisque je l'ai expliqué aux étudiants de M1, donc ils savent tout là-dessus plus en détail qu'en ce moment. Non, en fait, c'est pas tant le problème du Made in France qui est posé, mais plutôt le problème du patrimoine économique. Et si on se situe dans une ère de guerre économique entre pays avancés qui ne se limite pas à un problème de course au moins-disant fiscal, à un problème de compétitivité grâce à une monnaie ou alors à des droits et des coûts du travail inférieurs, mais non des moindres aux mesures protectionnistes. On pourrait citer le maître à penser de Stéphane Mottet, qui est Colbert, qui disait de toute façon en son temps « Le commerce est une guerre d'argent ». Et là, dans cette phrase, tout est résumé. Et en fait, si les affaires General Electric, Alstom et puis Siemens, Alstom ont défrayé la chronique récemment et puis sont un petit peu la raison de pourquoi on est là aujourd'hui, il faut plutôt se poser la question de quels enseignements on tirait de ces affaires-là. Et que l'État doit ou devrait intervenir lorsque une entreprise privée et que l'avenir d'une entreprise privée dont dépendent des milliers d'emplois, dont dépend le tissu économique est en jeu, là c'est important et c'est de l'affaire stratégique. Et oui, dans l'affaire Alstom, l'État aurait dû s'en mêler. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait en 2004 par la voix de son ministre de l'économie de l'époque, Nicolas Sarkozy, quand il avait fallu faire entendre fermement sa voix vis-à-vis des attaques au terme de manipulations boursières dont le PDG n'était pas si étranger que ça d'ailleurs. On l'a démontré ensuite, sans avoir jamais été poursuivi pour ces faits. Et effectivement, on ne joue pas à la régulière dans ce genre de situation, mais on a des offensives calculées qui peuvent être fatales à des entreprises. Pour autant, est-ce qu'on a un État stratège et qu'est-ce que la stratégie pour un État ? Philippe Baumard a écrit il y a quelques années un article à ce sujet qui est très utile pour les gens qui font de l'intelligence économique. Et en fait, on est passé d'une liberté, entre guillemets, assez totale sur les investissements et sur le contrôle des capitaux et des investissements directs étrangers à des sortes de régulations, principalement au motif de la sécurité nationale. Et donc j'ai amené ce livre pour vous dire que ce n'est pas un sujet qui est totalement inconnu des gens, puisqu'il y a des gens qui produisent des livres sur le guide des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, qui font état de l'ensemble des dispositifs réglementaires, légaux, qui peuvent exister dans le pays. Force est de constater que les gens qui sont censés l'appliquer, c'est-à-dire le ministère des Finances, oublient qu'ils ont eux-mêmes produit des textes et des décrets qui permettraient de réguler les attaques dont nos entreprises et notre patrimoine économique font l'objet, et donc, en fin de compte, font fi de tout cet arsenal législatif que la France a su se doter. Tout ça pour le plus grand plaisir de l'Europe, qui s'est évertuée depuis quelques années à déréguler, en fin de compte, ce concept hétérogène de sécurité nationale, qui est un concept, tu l'as bien fait remarquer Stéphane tout à l'heure, qui était initialement porté par les Occidentaux pour les protéger des assaillants étrangers, plutôt des pays émergents qui prenaient de l'importance. Mais en fait, la majeure partie des pays occidentaux prennent des mesures protectionnistes ou liées à la sécurité nationale concernant les investissements directs étrangers, les USA évidemment, le Canada, le Japon, et au sein de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne et bien l'Italie ont aussi les mêmes arsenaux légaux. Dans les pays en voie de libéralisation, 10 pays émergents, il existe aussi des dispositifs similaires, que ce soit la Russie, la Pologne, la Chine, l'Inde. Donc il y a
aucun pays qui n'échappe à ce genre de règles. Et le problème en France, c'est qu'on a cette fameuse tradition de pays terre d'accueil, y compris des investissements étrangers, et que cet arsenal juridique, il protège 11 domaines stratégiques, dans lesquels il est assez difficile de définir les termes, parce qu'il faut caractériser la nature étrangère de l'investisseur, il faut savoir si c'est direct ou indirect, si c'est un tiers ou communautaire. Donc vous imaginez ensuite que pour pouvoir identifier tous ces termes sur un investisseur, c'est un peu difficile. Tout ça n'a pas empêché 6 mariages industriels malheureux pour la France. On parle souvent d'Alstom, mais en fait Lafarge est passé au moins des Suisses d'Holcim, Technip au sein d'une entreprise des États-Unis, Alcatel-Lucent maintenant est finlandais, Constellium péchiné est canadien, et Arcelor est indien. Et donc la fille de Colbert, Alstom, puisqu'on peut dire que c'est la fille de Colbert, Stéphane, directement héritice de cette puissance publique qui paie les factures, qui assure les financements de ces entreprises, elle n'a pas échappé à tout ça, et surtout parce qu'on est dans une culture du monopole en France, combinée à une certaine culture de l'arrogance économique, dans lesquelles la gouvernance est assez défaillante. Et ça, on a pu le montrer à différentes reprises, ce qui aboutit à des choix destructeurs. Et donc, avec l'absence d'une doctrine et d'une politique économique clairement établie de la part de l'État français, on n'évite pas les démantèlements et les dépeçages de notre industrie, pourtant, y compris au travers d'activités sensibles qui faisaient la réputation de l'industrie française. Et il n'y a pas que l'industrie qui fait les frais de tout ça, puisque le sport, personne ne s'en émeut, mais les clubs de foot sont largement achetés par des étrangers sans que personne ne s'en émeuve, des entreprises ou des individuels. Les arts et la culture, alors ça depuis de nombreuses années, suivent allègrement cette voie et ça n'émeut pas plus nos dirigeants. Alors, certes, j'en conclurai ici, la mondialisation des dernières décennies, les recompositions capitalistiques et géographiques ne sont pas nécessairement condamnables, mais elles sont au contraire utiles dès lors qu'il s'agit d'anticiper des mutations et de s'adapter et non subir les mutations à l'œuvre. Et donc, je prendrais plutôt vers une approche plus pragmatique, ni nationalisme ni protectionnisme, mais du bon vieux pragmatisme qui devrait être, en fin de compte, la règle d'or. Et ainsi, le Made in France ne sera alors plus à vendre. Merci Olivier. Nicolas ? Alors, je ne sais pas si je vais dans le sens ou pas d'Olivier, parce que je n'ai pas très bien compris finalement s'il était pour ou contre le Made in France, et ni pour ou contre, bien au contraire. Moi, je vais commencer par une citation, et vous allez me dire qui a dit effectivement la phrase suivante. « L'Europe est la seule puissance économique qui ne dispose pas aujourd'hui d'un régime harmonisé de contrôle des investissements étrangers. Face à la Chine ou aux États-Unis, elle n'est pas sur un pied d'égalité. » Alors vous l'imaginez bien, il ne s'agit pas du tout ni d'un affreux nationaliste, ni d'un affreux gauchiste, un anticapitaliste. C'est Armand Grimbert, qui est le responsable des fusions-acquisitions européennes chez Skadden Arps. Alors Skadden Arps, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un cabinet d'avocats qui a été fondé à New York, qui a aujourd'hui à peu près 1700 avocats dans le monde, en charge des fusions-acquisitions, et dont le magazine Forbes a dit qu'il était sûrement le cabinet d'avocats le plus puissant de Wall Street. Donc ce cabinet d'avocats anglo-saxon qui s'occupe des fusions-acquisitions est le premier à dire que l'Europe ne joue pas à armes égales avec les États-Unis et la Chine. Et en fait, derrière cette question du Made in France est-il à vendre, il y a en fait une question beaucoup plus fondamentale, qui est, le sens de l'économie et de la réalité du capitalisme. Alors, on a entendu un discours d'introduction totalement... Enfin, j'ai l'impression d'être un peu dans l'émission de Patrick Sébastien, le grand cabaret, avec des illusionnistes, le libre-échange, avant il y avait la libre concurrence, etc. Avant, on ne sait pas avant quoi, non, enfin un petit peu quand même. Et donc la première idée, si vous me permettez que je développe 2 idées. Première idée, c'est le sens de l'économie. L'économie pour qui ? Alors effectivement, avant l'économie était pour le citoyen, pour le peuple, pour l'ouvrier, pour ceux qui travaillaient, le cadre. Aujourd'hui, il est pour les actionnaires. Ça, c'est le premier problème, qui effectivement passe son temps à s'empiffrer pour pouvoir acheter des iPhones toujours plus chers. La deuxième, c'est la réalité du jeu économique. Les grandes puissances économiques mondiales sont des puissances protectionnistes, toutes. Les États-Unis, la Chine, le Japon, de temps en temps qui lâchent effectivement une entreprise, mais
qui a racheté, est-ce que c'est vraiment Renault qui a racheté Nissan? On pourrait discuter finalement. Financièrement, oui, mais après, en termes de gouvernance et de stratégie, c'est pas sûr. Voilà, je vous invite à lire l'excellent ouvrage de Christian Arbelot sur le nationalisme économique américain. Dès les fondations des États-Unis, les États-Unis sont fondés sur le pillage économique, sur comment dire, l'esclavagisme, etc., etc. Donc les grandes puissances économiques sont des puissances qui sont des puissances protectionnistes et qui font des actes de guerre économique. Voilà, donc il faut quand même revenir effectivement sur cette réalité. Donc je pense que derrière ce débat, puis on va passer la parole après, il y a véritablement celui de savoir si on est prêt à défendre les siens, en fait. C'est pas un problème de nationalisme, hein. Moi j'aime beaucoup, vous savez, cette citation de Romain Gary, le nationalisme, c'est la haine des autres, le patriotisme, c'est l'amour des siens. La question, c'est est-ce qu'on défend les siens, effectivement, ceux qui aujourd'hui n'ont plus de travail parce que telle entreprise a été rachetée par un groupe indien ou par un groupe américain qui, malgré tout ce qu'il avait prédit, eh bien, a licencié et a fermé les entreprises et a rapatrié les brevets, ou est-ce qu'on défend effectivement, tout simplement ses proches, tout simplement ceux qui sont sur son territoire. Et lorsqu'on prend le cas Alstom, n'oublions pas, Alstom, c'est pas un rachat d'entreprise, ce sont des cadres mis en prison, c'est une monnaie, le dollar, qui est utilisée comme une arme économique. Donc ce sont des pratiques qui sont produites par la première puissance économique mondiale, sous couvert d'un discours, mais c'est l'objectif des économistes, c'est pour ça qu'on leur donne des prix Nobel d'ailleurs, totalement qui valide et avalise finalement une domination qui est totalement injuste et insupportable. Voilà, je pense que le vrai débat, il est là. Le Made in France, c'est d'abord l'amour des siens, est-ce qu'on est prêt à le défendre, ou bien à effectivement se vendre à tout va au plus offrant. Ce ne sont pas des prix Nobel, ce sont des prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel. Je vous le fais pas dire. Merci pour cette position modérée, Nicolas. Il ne faut pas être modéré, c'est dans le vrai. Et non manichéenne, j'allais dire. Je ne vais pas parler très longtemps parce qu'on voudrait laisser un peu la parole à la salle. Et comme il faudra qu'on parte à 13h44, alors j'ai pas amené de livre et j'avais pas préparé de citation, alors je me sens un petit peu désarmé. Juste quelques mots sur le sujet. Je suis curieusement pas en désaccord avec les 3 premiers intervenants, finalement. La raison ? Mais parce que je pense qu'au fond, on se trompe d'adversaire. Je crois que le débat, il est piégé. Le titre lui-même, il est piégé. C'est moi qui l'ai fait, alors je suis bien placé pour le savoir. Mais je pense que on n'est pas... C'est-à-dire, quand j'ai lu la presse, on est sur effectivement cette réaction de défense d'un territoire. Moi, je suis d'accord avec ça. Ce que je conteste, c'est la défense du territoire français. Je veux dire, face au Japon, face à la Chine, face à l'Europe, aux États-Unis, si on se met au niveau français, je ne comprends pas comment on peut espérer avoir une chance de gagner. Ce que je ne comprends pas dans les 2 affaires que j'ai citées au départ, qui sont celles de l'actualité, c'est STX qui est italien et c'est Siemens qui est allemand, avec lequel, je le rappelle, nous partageons la même monnaie. Je veux dire, à partir du moment où on a fait une union monétaire, il ne devrait même plus y avoir de balance des paiements entre ces pays-là. Enfin, je veux dire, à un moment, soit on est cohérent, soit on ne l'est pas. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la cohérence, je ne comprends pas la stratégie française, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui m'embête, c'est que les politiques français sont dans la réaction. Et ils n'ont pas pensé. Alors je vais reparler du long terme, je ne vais pas parler de Colbert, mais à un moment, c'est ça qui est fatigant. C'est qu'on découvre, tiens, Alstom. Ah, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose pour Alstom. Bon, on met une rustine, on repart. Je veux dire, c'était quand même pour Alstom à l'époque le premier décret. 12 ans après, on en est où? On recommence, on remet une... Je veux dire, c'est pas dans la réaction, on est dans la réaction purement politique, parce qu'il y a des emplois en jeu, et tout ça, c'est des vraies questions, mais c'est pas des questions qui vont se résoudre en 3 semaines autour d'une table. C'est des questions qu'il faut penser à long terme, mais il faut les penser avec nos alliés, il faut les penser avec les Allemands, il faut les penser avec les Espagnols, il faut les penser en Europe. On est en Europe, qu'on le veuille ou non. Alors soit on sort, on fait le Brexit et on est cohérent, enfin, je ne sais pas si le Brexit c'était cohérent, mais en tout cas, pour ceux qui l'ont voté, ça l'était. Soit on s'allie vraiment et on réfléchit à comment est-ce qu'on lutte contre la Chine, comment est-ce qu'on lutte économiquement contre les États-Unis. Je ne suis pas naïf, au contraire, je suis absolument complètement lucide sur ce qui se passe, mais j'ai peur que nos politiques, eux, le soient. Et je pense qu'on se trompe de cible et on se trompe de débat et on se trompe d'adversaire. Les Allemands, l'année dernière, Sigmar Gabriel, vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères allemand, il va en Chine. Le premier jour, il annonce « J'ai mis un droit de veto, je vais vous empêcher d'acheter 2 entreprises allemandes, Extron et une filiale d'Osram qui fait des LED, parce qu'il y a des 4 milliards d'euros de brevets. Et l'Allemagne a dit « Pas de problème, veto. » Paf. Dans le même temps,
La France est le 3e investisseur en Allemagne. Les entreprises françaises ont acheté 3 fois plus d'entreprises en Allemagne depuis 2009 que l'inverse. Les Allemands n'ont rien dit. PSA a racheté Opel, les Allemands ont dit « allez-y ». Et nous, on voit les Allemands arriver et on dit « c'est une catastrophe ». Eh ben non, il faut jouer avec eux. Il faut jouer avec eux. Les Allemands, ils se défendent contre la Chine et ils y vont carrément. Incident diplomatique à l'époque. Nous, on n'a pas toujours ce même courage politique quand on va en Chine. Enfin bon, bref. Et voilà, c'est tout. Donc, moi, je comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de stratégie pensée, il y a juste de la réaction, de l'action. Effectivement, on joue plus sur le nationalisme que sur un vrai patriotisme efficace. Si on veut être efficace, face à la Chine, il faut faire un géant. Peut-être que ça va pas marcher. C'est sûr que si on part en étant méfiant, on risque pas d'y arriver. Mais je pense qu'il faudrait se mettre à avoir un certain courage au niveau européen, vis-à-vis des autres pays. Et j'ai pas le sentiment que ce soit ça. On tape parce que c'est plus facile sur nos voisins. Mais quand il faut taper sur la Chine, là, pour le coup, on ne le fait pas. Et ben voilà, c'est ça que je regrette dans ces affaires, c'est que je trouve qu'on s'est probablement pas mis au niveau où on devrait être dans un débat de cette importance. Je vais faire un petit truc. Pour Opel, je pense que les Allemands, ils ont dit aussi bonne chance parce qu'on n'y arrive pas. Donc, si vous pouvez vous démerder avec, tant mieux. Moi, je me pose la question du patriotisme. Alors, il est à la fois national et européen, avec ce que tu dis, mais je pense que les 2 degrés doivent quand même exister. Si on veut avoir une politique, notamment de défense française, il y a un moment, on en discutait l'autre jour, si les pièces détachées sont vendues par les Américains, à quel point on va dépendre d'eux et à quel point on peut être indépendant par rapport à eux. Les pièces détachées pour le porte-avions, pour nos armes, etc. Après, l'autre question, pour le patriotisme, c'est que, est-ce qu'on doit défendre le patriotisme, je vais peut-être reprendre un peu une casquette de gauchiste, mais de nos salariés, ou des dividendes? Est-ce qu'on doit défendre Renault-Nissan, qui est une structure hollandaise et qui appartient souvent des fonds de pension américains, ou est-ce qu'on doit défendre Toyota et qui fabrique des voitures en France? Qu'est-ce qu'on doit défendre? Parce qu'il y a toujours une certaine hypocrisie, je trouve. Tu parlais de citation, mais j'en ai une très bonne, c'est Coluche, qui disait il y avait eu plein de bénéfices à l'époque, donc ça tombe bien parce qu'on a 56 milliards de dividendes qui ont été versés par la bourse française l'an dernier, donc c'est quand même assez énorme au moment où on nous explique qu'il n'y a plus d'argent et qu'il faut encore faire des économies. Il disait ils vont être contents les pauvres de savoir qu'ils habitent un pays riche. Donc moi ça m'intéresse de savoir qui est-ce qu'on défend. Je trouve l'exemple très bon. Moi c'est ça que je ne comprends pas dans le patriotisme économique, c'est qu'est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend des entreprises parce qu'elles ont un drapeau? À mon avis, l'attachement d'une multinationale à sa nationalité d'origine reste très faible, hein, et là où les coûts sont les plus faibles et où les profits sont les plus forts, et c'est normal. Ou est-ce qu'on défend l'emploi? Mais dans ce cas-là, si vous voulez défendre l'emploi, faut acheter une Toyota Yaris. Donc, encore une fois, ça veut bien dire que Made in France, c'est ce que je disais au début, c'est pas qu'une question de nationalité, je suis d'accord avec toi, c'est une question de où sont les sites de production. Mais ça aussi, ça se pense au niveau global. Et on parlait de l'indépendance, ça je trouve c'est une question remarquable. On a longtemps parlé de l'indépendance alimentaire en Europe. La politique agricole commune, elle est imparfaite sur plein de problèmes, elle a vraiment énormément de problèmes, mais elle a été pensée au départ pour l'indépendance alimentaire européenne, et c'est une politique qu'on a pensée au niveau européen. Je vais rajouter une petite chose, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Union européenne, il y a eu des tentatives de faire notamment une politique industrielle. C'était notamment la commission de Jacques Santer, où était Édith Cresson à l'époque, et qu'elle a été renversée suite à des affaires un peu bizarres, dont la plupart ont d'ailleurs abouti à des non-lieux, 10 ans après. Elle a été remplacée par un certain nombre après de commissions, notamment la commission Barroso, dont on a longtemps dit qu'elle était quand même pro-américaine, et lorsque vous disiez ça, on vous traitait évidemment de théorie du complot, etc. Et on sait aujourd'hui que Barroso travaille dans une banque américaine. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a un vrai travail à faire au niveau de l'Europe, mais aujourd'hui, l'Europe n'est pas une unité politique, c'est pas vrai, c'est un marché. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains font tout pour que ça reste un marché. Et les événements qui en Catalogne ne sont pas totalement indépendants de ce type de logique, puisque plus l'Europe sera éclatée, plus ce sera un marché, et moins ce sera une force politique. Et tant que ce n'est pas une force politique, il ne pourra pas y avoir de défense, on dira, commune, aussi bien au niveau militaire d'ailleurs, parce que la défense européenne n'existe pas vraiment, qu'au niveau effectivement d'un sort de patriotisme économique européen. Donc je crois que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiques nationaux se trouvent confrontés en fait à défendre, alors ça dépend de quelle entreprise on parle, mais si on parle des entreprises stratégiques qui sont finalement issues de filières nationales stratégiques, du type le nucléaire, l'armement, etc., on est en train de défendre des filières qui sont historiquement nationales, qui devraient aujourd'hui devenir des sortes d'Airbus européens, mais qui ne le sont pas parce qu'il n'y a pas finalement de véritable structuration au niveau européen, face à des puissances effectivement, soit qui existent depuis longtemps comme les États-Unis, soit
qui sont en train de grossir comme l'Inde ou comme la Chine, qui, elles, sont politiquement unifiées. Et là, on se retrouve effectivement en porte-à-faux. C'est pour ça que c'est très compliqué, je pense, aujourd'hui, pour les politiques français notamment, de se positionner. On va passer la parole à la salle, on est très bavard évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Allez-y, profitez-en. Thomas? On va peut-être... Ouais. Thomas, je crois que ici, en fait. Les étudiants, vous pouvez aussi vous exprimer, et même être en désaccord avec les enseignants. Merci pour ces riches débats référencés. Je m'interrogeais d'ailleurs, peut-être vous pourriez nous donner quelques références sur deux personnalités que je ne connaissais pas, donc Sébastien et Colbert, c'est ça, hein, les références clés du débat. Vous avez traité le sujet essentiellement sous un angle économique et de politique économique. J'aurais aimé vous entendre aussi sous l'angle politique électoral. Parce qu'en fait, si aujourd'hui vous nous avez proposé ce beau débat, tout en considérant d'abord la facette économique de cette riche question, en nous démontrant fort bien finalement le caractère un petit peu incongru de cette appellation Made in France, dès lors qu'on raisonne filière, production, assemblage, etc. J'aimerais vous entendre, mais c'est une vraie question, hein, y a pas de... sur la popularité finalement de cette appellation Made in France et l'usage éventuellement électoraliste de personnalités politiques vis-à-vis de cette appellation. Donc est-ce que vous y voyez du populisme, du cynisme, c'est peut-être un peu la même chose, ou autre chose, parce que finalement cette appellation me paraît assez porteuse, en tout cas, et portée par les médias et par les politiques. Moi, je n'étais pas tellement en opposition avec Montebourg quand il avait sorti sa politique sur le Made in France. Hein. C'est aussi le rôle d'un politique français, ministre de l'économie de surcroît, de servir de faire valoir, de publicitaire, de ce qui peut se passer en France. Hein. Pour autant qu'on on sache raison garder à ne pas faire sortir dans une politique où hors Made in France, point de salut, quoi. Puisque là, on revient à de l'hyperprotectionnisme qui n'a plus date et ni lieu aujourd'hui, quoi. Et donc, effectivement, il a fait que reprendre des arguments que Georges Marchais reprenait en 79-80, quand il disait « achetons français, produisons français ». Donc, c'est régulièrement, Carayon a dit ça en 2005, quand il a été mandaté par Jean-Pierre Raffarin pour faire son rapport sur le protectionnisme économique. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. C'est des discours qui arrivent de manière récurrente et qui, en fin de compte, ne marchent pas dans les partis politiques extrémistes nationalistes, puisqu'on voit qu'ils ne se situent même pas dans ce contexte-là. C'est un argument qu'ils ne reprennent pas, en fin de compte. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, cet argument, il n'a jamais été porté par les partis nationalistes identitaires. Ils ont été portés par soit des partis ouvriers, soit par des gens qui pensaient qu'il y avait un enjeu et peut-être une stratégie à mettre en œuvre sur l'économie française. Le problème, c'est que moi je pense qu'on ne fait pas de stratégie. Alors on enseigne la stratégie dans des écoles de management, mais en fin de compte, aux plus hautes sphères de l'État, on ne fait pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie, et quand bien même on aurait de la stratégie, les collusions sont telles que de toute façon les stratégies de contournement sont évidemment mises en place.